Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de l'After Produit. On démarre la saison 3 de l'After Produit avec vous, donc épisode 1, et François et Mathieu que je reçois aujourd'hui. François, député CPO chez Bedrock, et Mathieu, CPO chez Bedrock. Et bienvenue à vous. Merci. Et merci de venir nous voir pour parler B2B2C, parler produits. On va aussi faire des quiz, on va faire beaucoup de choses ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Et on passe tout de suite au tac au tac. Alors, le tac au tac. Alors, c'est un peu un basique côté after produit. On va essayer de vous connaître davantage via ce tac au tac. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc déjà, François, oui. Il va falloir que tu me dises quel est le nom de la première boîte que Mathieu a officiellement fait du produit. Où tu as officiellement fait du produit ? C'est une très bonne question, dont j'ignore complètement la réponse. Donc je vais y aller à l'aveugle. Et je vais dire que c'est chez Alcatel que tu as fait du produit pour commencer. Non, c'est pas Alcatel. Coriolis Télécom. Waouh, Coriolis. Ouais. C'était il y a combien de temps ça ? C'était en 2003. Ok. Ouais. Bon Coriolis. Coriolis Télécom. Non mais c'est bien. Coucou à mes anciens collègues de Coriolis. Ouais, je sens qu'on a des affinités tous les deux sur les télécoms. Okay. Trop cool. Alors du coup, Mathieu, à toi. Je vais te poser une question sur François. Qu'est-ce que François aime le plus au quotidien dans son métier ? Boire du café. Ok. C'est pas une mauvaise réponse, j'aime beaucoup boire du café. Ouais. Je le bois avec beaucoup d'eau, il y a assez peu de café, mais J'en bois beaucoup, donc l'un dans l'autre, ça se retrouve. Très bien. Non, sinon je dirais c'est l'humain, c'est avec les collaborateurs qui travaillent toujours au jour le jour. Autour d'un café, quoi. Je ne sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère l'humain ou le café ? La question se pose, mais j'aime beaucoup les deux. Trop cool. Alors du coup, François, une question pour toi. Quel est le meilleur conseil que Mathieu t'a donné ? Le meilleur conseil que Mathieu m'a donné, alors je vais être obligé de donner un petit peu de contexte. Ouais, je travaille avec Mathieu depuis presque 10 ans maintenant. Je venais d'arriver chez M6 Web à l'époque. J'étais chef de produit PTV et je lui posais une question et Mathieu m'a dit « va voir toi-même ». Et je pense que ça a donné le ton de notre relation. Mathieu m'a toujours laissé beaucoup de liberté et m'a énormément poussé à apprendre par moi-même et à utiliser les outils qu'on avait à notre disposition pour grandir. Et du coup, je suis allé voir moi-même comment les choses fonctionnaient, j'ai compris et j'ai pu me débrouiller tout seul. Fais ta propre discovery. Voilà. Trop Trop cool. Et dernière question. Mathieu, quelle est la feature dont François est le plus fier ? Je vais réfléchir. Je dirais que c'est pas une feature, mais je dirais que c'était la homepage d'une version qu'on a lancée en 2016 de Sysplay. Donc il était très fier de l'expérience utilisateur. Ouais, tout à fait. Ok, trop cool. Alors du coup, avant de commencer sur le premier sujet, peut-être qu'on peut, peu importe François ou Mathieu, peu importe, nous résumer en gros Bedrock en quelques lignes. Le produit Bedrock, c'est quoi ? Donc le produit Bedrock, on met à disposition d'éditeurs vidéo, donc une plateforme vidéo pour leur permettre de monétiser leur audience. Et donc pour monétiser leur audience et être au niveau des meilleures plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché, donc au niveau des standards internationaux, des Netflix, des Disney+, des Prime, où aujourd'hui se retrouvent aussi face en concurrence à ces acteurs internationaux. Et on les laisse faire ce qu'il faut faire très bien, c'est-à-dire acquérir des contenus, et faire l'éditorialisation des contenus, les mettre en avant, faire le marketing et les monétiser. On travaille principalement avec des diffuseurs, donc qui sont leaders sur leur marché national. Et effectivement, la promesse de Bedrock, c'est de leur permettre d'atteindre les standards internationaux pour pouvoir être au même pied d'égalité que les grands acteurs type Disney+, Netflix, Amazon Prime. Et c'est ce qu'on leur propose à travers Bedrock. Trop cool. Et maintenant qu'on sait un peu plus sur vous et qu'on connaît le contexte de votre produit, de votre entreprise, je vous propose de passer au premier sujet et jingle.
Alors, le premier sujet qu'on a choisi parle beaucoup de vision produit. Du coup, Bedrock a beaucoup évolué. Vous êtes servi du mindset produit pour être toujours à la pointe des attentes du marché, de vos clients et des consommateurs finaux. Donc on va parler de B2B2C, donc comment faire évoluer une vision produit dans ce contexte B2B2C. Donc du coup j'ai une première question déjà pour vous. En 3 mots, pour vous, c'est quoi une vision produit ? Je dirais délivrer de la valeur. Okay. Je sais pas si c'est 3 mots, délivrer de la valeur. Ok. Oui, je suis assez raccord. Je pense que s'il fallait choisir 3 mots complètement décorrélés les uns des autres pour pas faire une phrase qui a du sens comme a fait Mathieu, ce qui est très bien, je dirais que c'est effectivement une vision des problématiques de nos clients, avec pour but de leur apporter de la valeur et de façon continue. Trop bien. Et donc du coup, dans ce contexte, quel a été le plus gros challenge pour vous dans cette construction de vision et de ce produit dans ce contexte B2B2C ? C'est justement qu'au départ, on ne faisait pas du B2B2C. Ce qu'il faut expliquer sur Bedrock, c'est qu'on est né d'une évolution du produit construit par M6 Web, qui avait initialement... Ça, c'était en quelle année déjà ? Alors, M6 Web a commencé à faire du replay en 2008, il me semble. 2008. Et a donc construit des plateformes pour permettre l'exploitation numérique des contenus des chaînes du groupe M6. C'était ça l'ambition globale. Partie du besoin d'M6 pour construire cette plateforme de... On était M6 en fait. M6. On faisait partie des équipes M6. Donc on a lancé en fait la plateforme vidéo du groupe M6 en étant dans ces équipes. Puis au fur et à mesure, on a fait évoluer la plateforme du groupe M6. Donc toujours en étant dans ces équipes, et on s'est rendu compte qu'on avait potentiellement un intérêt, ça avait de la valeur de proposer aussi cette plateforme en fait à d'autres sociétés, d'autres éditeurs. Et ça, du coup, quand vous avez commencé à construire ce produit pour en interne quelque part pour M6, à quel moment vous avez vu que votre produit potentiellement pouvait toucher du coup quelque part être en marque blanche ou avoir Comment ça s'est passé ? Alors, c'est une question qui s'était posée dès le départ. C'est-à-dire que très tôt, les équipes, que ce soit technique ou produit, se sont rendues compte qu'on avait des assets qui étaient potentiellement exploitables à l'extérieur. La vraie prise de conscience, elle s'est passée autour de 2015-2016. Okay. On fonctionnait à l'époque sur du versionning et on a eu une version de Sysplay dont on était à la fois très satisfait, donc le groupe M6 était très satisfait, et dont on s'est demandé si elle n'avait pas vocation à s'exprimer ailleurs. Okay. Ce qu'on a commencé à faire, on connaît les liens du groupe M6 avec le groupe Bertelsmann, c'est de voir si on n'avait pas des cousins qui pouvaient être intéressés par la plateforme, et c'est l'aventure dans laquelle on s'est lancé. Avec trois diffuseurs du groupe Bertelsmann, RTL Belgique, RTL Croatie, RTL Hongrie, auxquels on a proposé ce qui était vraiment véritablement à l'époque du Sysplay en marque blanche, c'est-à-dire qu'on conservait la plateforme, on en gardait l'intégralité, tout ce qu'on allait changer c'était les couleurs, les logos et les contenus. Okay. On s'est organisé pour faire ça, il y avait énormément de travail niveau back-end notamment pour être capable d'adresser plusieurs clients avec la même plateforme. Ça nous a pris à peu près 2 ans et c'est en 2017 qu'on a lancé un OTT, donc sur le web et sur mobile, RTL Play Belgique, RTL Most en Hongrie et RTL Play Croatie en Croatie, avec pour objectif d'atteindre les mêmes niveaux d'évolution du business de ces territoires que ceux qu'on avait connus en France. L'exercice a bien marché, les résultats étaient satisfaisants, nos clients étaient contents. Okay. Alors ça nous a renforcé dans cette conviction qu'on avait véritablement des assets techniques et un produit qu'on se devait d'aller proposer. Et donc, du coup, en termes d'organisation, ou en termes de, si vous voulez nous partager des tips de comment vous avez sécurisé, on va dire, la notion de valeur, parce que vous parlez beaucoup de valeur, quels ont été les outils ou les méthodes que vous avez utilisées, je sais pas, des lignes Canva, des personas, comment vous êtes assuré que vous allez au bon endroit, ou quels étaient les indicateurs de réussite ? Alors, en toute transparence, à l'époque, on n'était pas à ce point structuré d'un point de vue méthodologique. D'accord. On était sur des indicateurs qui étaient des indicateurs assez classiques, des KPI de performance, de la durée de vidéo vue, du nombre de vidéos vues, et puis notre capacité à délivrer efficacement, parce qu'on était sur des clients qui étaient sur un modèle de vidéo gratuite financé par la publicité, notre capacité à déployer efficacement de la publicité sur ces plateformes. Okay. C'est vraiment là-dessus qu'on a jugé la performance de ce qu'on
qu'on avait mis en place, comme on l'avait fait d'ailleurs pour Sysplay en son temps. Un autre indicateur, on s'en souvient peu parce que maintenant c'est devenu complètement courant, mais entre 2015 et 2017, le fait de conditionner l'accès à des contenus à la création d'un compte était quelque chose de relativement nouveau, en tout cas sur les plateformes de catch-up. C'était un des grands paris qu'on avait fait à l'époque sur Sysplay, de se lancer dans le compte obligatoire. Okay. Et c'est aussi un pari donc, qu'on est allé tester sur d'autres territoires. Et on s'est rendu compte que ça a aussi très bien fonctionné. Donc on avait une autre métrique de réussite qui était le nombre de comptes créés et notre capacité à garder des utilisateurs sur la plateforme, de pouvoir suivre leur consommation, de mieux en mieux les qualifier. Pour constituer des bases utilisateurs solides et des assets data puissants. Et donc du coup, comment vous avez géré cette transition sur ce changement effectivement de... Vous n'avez pas les mêmes clients, les mêmes personas, vous avez eu un switch à un moment donné. Comment ça s'est fait Donc le switch il s'est opéré plutôt après en fait, quand on a vraiment décidé d'y aller, de créer Bedrock. C'est-à-dire en fin de compte on va vendre en fin de compte et créer un produit Bedrock, donc créer un produit B2B2C. À ce moment-là en fait on a commencé à changer notre organisation. C'est-à-dire qu'on avait effectivement des équipes qui étaient produits qui étaient focus autour d'équipes en component. Et là en fin de compte on savait que pour aller chercher de nouveaux clients et rencontrer de nouveaux challenges. On avait de nouveaux challenges, notamment en allant sur des nouveaux business models qui est de la VOD via la souscription, de la SVOD. Et donc pour ça en fait on s'est transformé, on a créé des lignes produits dans notre organisation. Donc en fait on a productifié notre produit, on va dire à l'intérieur, on a découpé notre produit, on a créé des lignes produits en essayant de donner de l'autonomie et définir les objectifs de Bedrock et que chacune de ces lignes produits puisse en fin de compte elle-même définir ses objectifs, réussir à les atteindre en autonomie. Et ça a été le début, on va dire, de la définition de certains KPI qu'on a pu avoir. Et puis on s'est retrouvé aussi à avoir des clients, donc à passer en fin de compte du côté où avant on était client de prestataire, puis d'un seul coup on se retrouve effectivement à avoir des clients. Donc ça a changé en fin de compte de paradigme, changer la manière de l'approche en tout cas qu'on pouvait avoir et se définir des nouveaux aussi indicateurs mais qui sont la satisfaction client aussi, parce que quand on fait du B2C c'est la satisfaction de nos clients et puis l'accompagnement aussi de nos clients vers l'utilisation du produit qu'on leur met à disposition, de les aider aussi à suivre en tout cas les bons indicateurs et nous comprendre comment on va les faire évoluer pour qu'ils puissent eux en fin de compte délivrer la valeur business auprès de leurs utilisateurs le plus rapidement possible. Trop cool, donc vous aviez un premier produit assez costaud, où vous avez répliqué le produit avec d'autres marques, donc vous êtes réorganisé pour aussi répondre à un business model un peu différent. Comment vous vous êtes assuré que votre premier business model, ce qui vous rapportait de l'argent, en tout cas ce qui vous a fait vivre, comment vous assurez que ça ne baisse pas ou qu'il y a un risque en tout cas dans votre business model existant? Alors en fait, à partir du moment où on a construit Bedrock, on a cessé d'être Sysplay. Donc Sysplay est devenu un client parmi notre portfolio de clients qu'on a accompagné et qu'on a continué à accompagner sur ses problématiques et son modèle économique. Et nous, on est devenu une société de services, un fournisseur, avec un modèle économique différent où on a contractualisé avec nos différents clients qui nous ont rémunérés sur un modèle, je ne pense pas trahir de secret en disant qu'on est sur un modèle de licence et puis qu'on est incentivé aussi à la réussite de nos clients. D'accord, ok. Donc du coup, vous avez gardé, en fait, vous avez sécurisé quelque part votre premier client, enfin qui est devenu votre client à M6, et du coup, vous avez réinventé un nouveau business model en itération, c'est ça ? Alors en itération, c'est quelque chose qu'on a construit un petit peu en amont. On avait en fait déjà clients, on avait le client Sysplay, on avait nos autres clients européens, et ça on l'a construit avec eux avant de se lancer dans l'aventure Bedrock, qui s'est vraiment concrétisé avec la conception, le développement et le delivery de la plateforme Salto, qui a été notre premier projet qu'on a vraiment adressé en tant que Bedrock. Et donc là, du coup, sur Salto, le business model était encore différent ou...
c'était un nouveau business model pour Salto, c'était le même business model pour nous, c'est-à-dire un modèle de licence. Par contre, effectivement, on a attaqué un pur business model qui est un business model de SVOD. Et donc ça veut dire qu'on a dû faire évoluer notre produit, construire aussi des nouvelles features et des nouveaux assets qui ont apporté de la valeur en fait au produit Bedrock et qui en fin de compte ont permis à Salto de se lancer, d'être le succès que c'est aujourd'hui. Et puis nous aussi en fait de par opportunité de renforcer le produit Bedrock et aujourd'hui d'adresser ce business model aussi avec d'autres de nos clients. Trop cool. Et donc du coup comment s'opère le switch d'un point de vue on va dire opérationnel aussi au sein des clients pour leur faire changer aussi des outils, faire changer un peu leur approche marketing. Comment vous les accompagnez pour du coup leur dire regardez il y a un nouveau business qui arrive. Alors, j'imagine qu'ils sont du coup aussi intéressés évidemment dès qu'il y a parce qu'il y a une demande et il y a ce business qui a évolué, on voit avec de la SVOD qui est maintenant ou ça va peut-être même encore changer avec la pub qui va arriver, il y a encore d'autres modèles qui vont arriver. Comment vous les accompagnez vos clients historiques ou nouveaux? Alors, nos clients, ils sont très moteurs. Ils sont complètement maîtres de leur stratégie, ils ont une vision, on les accompagne. On a des équipes business qui sont dans une conversation permanente avec eux pour justement, en fonction des clients, soit simplement comprendre leur stratégie, les aider à l'affiner, avancer main dans la main avec chacun d'entre eux. Et derrière, on les accompagne. Effectivement, tu le mentionnes, c'est une période très intense dans le streaming où on voit une convergence dans les modèles économiques où les acteurs de la VOD payante veulent faire du gratuit, les acteurs de la VOD gratuite s'intéressent au payant. Cette hybridation du modèle économique, on l'accompagne. Ça fait un moment en interne qu'on en discute. C'est quelque chose qu'on fait avec nos clients. On a lancé avec Sisplay il y a quelques semaines une offre payante. Sisplay Max qui nous permet justement de participer à cette démarche d'hybridation des modèles. Mais pour en revenir à ta question initiale, tout ça passe par une vraie proximité et des échanges permanents avec nos clients sur où ils en sont, où ils veulent aller et quels sont leurs besoins. Et donc du coup, dire si on reprend le rôle et responsabilité du PM chez Bedrock, si je me projette demain, je suis PM chez vous, tu parlais d'organisation tout à l'heure en component team, aujourd'hui, demain, je suis PM chez Bedrock, justement, la relation avec les clients, la relation avec les stakeholders, comment ça se passe ? Alors, il y a une question de scalabilité qui se pose. Les équipes produits peuvent difficilement s'adresser à tous les clients en même temps. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à dimensionner. Donc, on a vraiment des équipes qui se chargent de la relation client, qui sont en rapport permanent avec eux et qui synthétisent les besoins et qui vont les exprimer aux équipes produits qui, derrière, peuvent, si elles en ont la nécessité, enfin si les équipes produits ont toujours la possibilité d'aller s'adresser auprès du client chez Bedrock, mais les premiers insights, ce sont des insights qui sont récoltés par des équipes en communication permanente avec le client et donc c'est vraiment le métier. D'accord. Alors du coup, j'ai une question du chat. Vas-y. De Lord Coty qui demande, donc je pense que c'était pas en rapport avec les indicateurs. La question c'est quel objectif aviez-vous mis au début sur les nouveaux indicateurs, SAT client, etc. C'était quoi comme objectif Est-ce que tu peux juste répéter la fin de la question ? Ouais. Quels objectifs aviez-vous mis au début sur les nouveaux indicateurs, SAT client, etc. Ok. On s'était mis l'objectif d'être sûr qu'on arrive à avoir des clients qui soient satisfaits du nouveau produit en fait qu'on lance. Donc c'était un peu pas au jour le jour, mais au moins à la semaine ou au mois. Enfin, j'ai justifié est-ce que nos clients sont satisfaits du produit qu'on a délivré. Et puis après, on a aussi suivi certains des indicateurs que eux suivaient. Et c'est un peu la spécificité en fin de compte du B2B2C, c'est-à-dire que il y a une partie des indicateurs qu'on peut suivre avec nos clients. En fait, on n'est pas totalement maître, c'est-à-dire que les contenus, les choix éditoriaux, le marketing, en tout cas, qui vont effectuer, c'est eux qui font ces choix-là, donc on peut les accompagner. On les regarde aussi, et on voit comment on peut potentiellement influer dans l'évolution du produit, dans l'évolution continue. La satisfaction client était un des premiers points qui était un indicateur nouveau, on va dire, pour nous.
Et à côté de ça, il y a des enjeux qui étaient déjà des enjeux pour nous quand on était éditeur, des enjeux de stabilité qui sont très très importants quand on fait du streaming et quand on fait de la catch-up, parce qu'il y a une dimension événementielle de ce qu'on fait. Ce sont les seules plateformes qui font du live. Vous avez des scellés dans bien sûr, j'imagine, bien assez... sûr. Et bien sûr, des indicateurs de satisfaction de l'utilisateur final, qui sont ceux qu'on suivait déjà à l'époque, mais qu'on devait continuer à suivre. Enfin, c'est la satisfaction de nos clients, elle passe d'abord et avant tout par la satisfaction de leurs utilisateurs. Ça, on en parlera dans un deuxième temps, juste après le quiz. On parlera de la data et des insights. C'est un sujet passionnant aussi. Et du coup, alors, on parle d'organisation, les component team, l'accompagnement des équipes que vous avez... Comment vous avez accompagné justement les équipes à cette nouvelle culture produit, cette organisation qui est un peu nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes en feature team, vous êtes resté en component team. Alors aujourd'hui, on est sur un modèle, là encore, un peu hybride, où on a des lignes produits qui abritent des component teams qui travaillent ensemble sur la roadmap de la ligne produit au global. Donc on va avoir des équipes front, des équipes back, des équipes data, des équipes vidéo, que ce soit de l'ingénierie ou du développement, qui travaillent tout ensemble à délivrer la roadmap de chacune des lignes produits avec lesquelles on travaille. Ok, et du coup l'accompagnement produit des équipes, ça se passe comment chez Bedrock ? Alors la première chose, ça a été justement d'effectuer ce découpage fonctionnel. On a fait du try and learn, on a essayé, on a vu ce qui fonctionnait moins et on s'est adapté. Ensuite, ça a été l'introduction d'un nouveau rôle, celui de Product Line Manager, qui va vraiment venir mettre en musique le travail de l'ensemble de la ligne produit, construire la stratégie, construire les métriques avec les équipes, et puis ensuite les amener à les suivre et les accompagner, constamment travailler, c'est ce que tu expliquais Mathieu au début, à traduire au niveau de chacune des lignes produits la stratégie de Bedrock et de ses clients à un moment donné et la faire évoluer. Et puis derrière, là où il a fallu qu'on accompagne les équipes aussi, c'est sur la construction d'un delivery beaucoup plus complexe, puisqu'on ne se retrouvait pas à travailler pour un ou deux clients sur des projets donnés, mais sur plusieurs clients avec des objectifs d'amélioration du produit continue pour chacun d'entre eux. Et là-dessus, on s'est organisé chez Bedrock, on a des équipes delivery maintenant qui accompagnent nos équipes, qui travaillent avec chacun des clients pour nous permettre justement d'accompagner vraiment de façon constante chacun des clients sur ces enjeux au niveau produit. Alors du coup, si vous faites une rétro de ce qui s'est passé, parce que vous avez vécu beaucoup de changements, vous avez eu des gros produits à sortir, des belles réussites. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment après cette expérience ? Je ne sais pas si on aurait fait beaucoup de choses différemment, parce que c'est aussi important d'apprendre. Marquer juste du premier coup, je pense qu'on serait beaucoup moins efficace qu'on l'est aujourd'hui. On s'est dimensionné très très vite. Je pense que ça a été un des plus gros défis pour nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup grossi. Il y a 3 ans et demi, on était encore... 70 personnes. Sur la partie juste produit tech, on était 70 personnes. Et maintenant, on est près de 400. Plus de 400 personnes. On a fait... Surtout le dimensionnement, on va dire peut-être la chance qu'on a eue indirectement, c'est qu'en fait, on a eu ce dimensionnement en plein confinement. Et donc ça a en fait forcé d'accélérer les choses et que des questions qu'on serait peut-être posées ou ce qui serait venu, au final, on était en plein delivery de Salto au même moment. Donc de toute façon, il fallait y aller. Et ça, en fait, indirectement, dans ce malheur, en fait, on a eu cette chance de devoir accélérer très très vite. Et puis l'autre, c'est on a eu un changement qui a été en recrutant, en fait, on a dû faire venir des personnes et qui savaient qu'elles venaient en fait dans un modèle B2B2C, elles savaient qu'elles venaient chez Bedrock. Et ça veut dire qu'elles en fait ont donné l'impulsion et à poser des questions qui allaient vers donc qu'est-ce que ça veut dire de faire un modèle B2B2C et aussi d'amener les collaborateurs historiques à prendre ce changement, prendre ce paradigme. Ça aussi, ça a été un vrai avantage, d'avoir des personnes qui savaient qu'elles venaient en fin de compte dans cet écosystème. Vous avez recruté des personnes qui déjà avaient le contexte de l'instant T, et donc sur le recrutement, comment ça se passe du coup le recrutement chez Bedrock pour la partie product ? C'est d'abord une présentation claire du contexte, justement, c'est ce que disait Mathieu, et c'est ce qui nous a fait grandir, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a introduit chez Bedrock des gens qui savaient qu'elles entraient dans une boîte qui faisait du B2B2C, soit qui en avaient l'expérience, donc il y avait des choses à nous apprendre et à nous proposer, parce qu'on commençait, on apprenait, soit qui n'en avaient jamais fait, et donc qui nous posaient énormément de questions sur, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, et qui nous ont forcé aussi à nous poser ces questions-là, et à y répondre, et donc nous ont fait grandir de cette façon-là. C'est je pense ça, le pivot
qui nous a aussi aidé à construire une organisation produit plus solide. Et derrière, si la question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un entretien produit chez Bedrock. Oui, ou les grandes étapes de manière très rapide. D'abord, on s'assure que le candidat a une bonne vision de ce qu'on fait, d'où il va et de quels sont les enjeux. Enfin, c'est le point le plus important. On va être sûr qu'on est raccord et qu'il n'y a aucun malentendu à ce niveau-là, qu'il est prêt justement à intégrer une entreprise qui fait du B2B2C, où il va devoir réfléchir à des problématiques qui sont des problématiques end-user, mais aussi des problématiques qui sont des problématiques clients. Et c'est très riche. Ça force à être prêt à attaquer un panel un scope de sujets à traiter assez large et à faire un grand écart permanent. Même si beaucoup de sujets se recoupent, il y a des spécificités clients et des spécificités end-user, et il faut avoir envie de faire ça. Et ensuite, derrière, ce qu'on va aller chercher, c'est de comprendre quelles sont ses motivations produits, ce qu'il aime faire du produit, comment il fait du produit, est-ce qu'il va y avoir un fit avec nos équipes, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs au niveau de l'entreprise, est-ce qu'il est prêt aussi à adresser une vision produit où le delivery est important. C'est toujours le cas quand on fait du B2B2C, la dimension temps prend une place importante. Et ça, dans les équipes produits, c'est aussi quelque chose de particulier qu'il faut être prêt à accepter. Trop cool. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. On va faire une pause, on va dire, sur nos échanges. Et on va clore. Alors, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur la vision produit B2B2C. Non, il y a peut-être un élément qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait face à différents types en fin de compte de stakeholders chez nos clients. Et ça, c'était quelque chose de nouveau aussi, c'est-à-dire qu'on a dû aussi réfléchir à notre produit et comment notre produit adressait différents personas chez nos différents clients, donc de définir en fait les différents personas qu'on avait chez nos clients, de savoir quelles valeurs chacun partie ou chaque sous-partie de notre produit, en fin de compte, comment on la répondait à chacun des personas de nos clients. Ouais, ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, on va dire que forcément quand on faisait le produit pour les équipes de Sysplay, on se posait moins ces questions, c'était nos collègues à côté, et là on s'est plus reposé la question, comment ils l'utilisent, qu'est-ce que ça veut dire passer du temps à faire des tests utilisateurs par exemple avec eux, comprendre leur utilisation. Ça a été un gros changement aussi. De mindset et d'approche sur l'impact et quelle est la outcome, etc. Exactement, c'est un point crucial en fait, savoir comment est-ce qu'on va parler à la régie d'un client, la régie publicitaire, aux équipes éditoriales, aux équipes commerciales, aux équipes marketing qui ont chacune des besoins différents, c'est important. Et puis quand on est un éditeur, on ne met pas toujours tout le poids du corps sur la question des outils B2B. Parce que là encore, on travaille entre collègues et on s'accommode les uns les autres des difficultés qui peuvent survenir. Quand on va adresser des clients, on va adresser des équipes éditoriales, des équipes opérationnelles qui vont travailler jour et nuit sur les outils qu'on va mettre à leur disposition. Et donc là-dessus, il y a un vrai travail pour mettre à disposition des outils qui soient complètement à l'état de l'art, qui soient à la fois intuitifs, véloces, solides, et qui permettent à ces interlocuteurs particuliers de pouvoir publier le nouvel épisode de House of Dragon, je ne sais pas, c'est ça. Mais voilà, sans se planter à la bonne time zone, ou je ne sais, enfin voilà, il y a aussi des problématiques. De le mettre en avant de la meilleure manière, la plus fluide, de pouvoir mettre en place des offres personnalisées, d'être à même de tester eux-mêmes éditorialement ce qu'ils ont à proposer, donc d'avoir la main sur des A/B tests sur l'ensemble des écrans qui les intéressent. Enfin, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont cruciales quand on a des clients, et il faut être à même de les accompagner le mieux possible là-dessus, et ça fait partie des défis qu'on a eu à relever à la création de Bedrock. Super intéressant. Du coup, Bedrock, l'année prochaine ou dans 5 ans, c'est, on m'a dit 70, 400, c'est quoi les prévisions pour 2023 Je ne sais pas si aujourd'hui c'est la croissance des équipes qu'on vise en premier dans notre volonté de croître. On veut surtout accueillir de nouveaux clients, ça, c'est très important pour nous. Et derrière, organiser au mieux les équipes qu'on a. Comme on se le disait, on a cru très rapidement et on est toujours en réflexion sur quelle est la meilleure organisation possible, et on a forcément encore un petit peu de chemin à faire là-dessus. De toute façon, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. À partir du moment où on se dit qu'on a la bonne organisation, c'est qu'on a raté. Non, c'est clair. Enfin, c'est super intéressant. Beaucoup d'enjeux, je pense, pour vous dans les futures années. C'est vrai c'est un secteur d'activité qui n'arrête pas d'évoluer, donc c'est méga intéressant en tout cas. Donc je vous propose de passer à la partie du quiz. Ça s'appelle Chiffres et Démêtes, et on peut lancer le jingle.
Alors, ce qu'on vous propose, c'est de scanner ce QR code. Alors, je ne sais pas si côté chat, on peut peut-être envoyer, c'est bon, côté chat, vous avez le QR code. Trop cool. Alors, vous allez pouvoir, du coup, eh bien, tout simplement inscrire votre nom pour commencer la participation de ce quiz. Donc vous pouvez joindre directement le quiz et vous pouvez aussi joindre en cours de route, c'est pas bien grave. Hop. N'hésitez pas à vous connecter sur le quiz ou juste, de toute façon, on va passer les questions. Alors, c'est parti. Première question. Dans la saison 1 de Breaking Bad, lié au product management, lequel ? J'hésite, je crois que c'est Crazy 8, mais... Alors, je ne connais pas du tout la série Breaking Bad, et je suis déçu que tu la connaisses pas par cœur, parce que tu es un vrai fan de la série. J'adore, mais je sais que j'ai un vrai c'est la saison 1, ça y a longtemps, c'est pour ça. Je crois que c'est Crazy 8. Et ma question, c'est est-ce qu'il a vraiment un nom qui est lié au product management parce que product management, ou pour une autre raison ? Crazy 8, c'est pas mal. Je crois que c'est l'ami de Jesse Pinkman qui s'appelle Crazy 8, mais je suis pas sûr. Ok, attends encore une ou deux réponses. Bon, fin du temps. La bonne réponse, pardon. Effectivement, c'est Crazy 8. Crazy 8, donc, qui est une technique d'idéation rapide qui consiste à plier une feuille de papier en 8 afin de trouver 8 idées en 8 minutes. Il est utilisé dans la méthodologie de Design Sprint. Et donc, bonne réponse. Nouvelle question. Quelle est la différence entre la review et la démo ? Alors, c'est la même chose. L'un fait partie du Scrum, l'autre Kanban. L'une est une cérémonie Scrum et pas l'autre. Et la review a pour but d'inspecter les résultats du sprint et de déterminer les adaptations futures. La démo est un moyen qui permet aux devs de montrer le travail accompli. Bon, sachant que vous pouvez avoir plusieurs réponses. Ouais, bien sûr. La définition finale, effectivement, c'est la bonne pour la review. Et effectivement, la review est une cérémonie Scrum, ce qui n'est pas le cas de la démo. Donc je pense que les deux dernières réponses sont bonnes. Et oui, puis ça permet à toute l'équipe, pas uniquement aux devs, de montrer le travail accompli. Mais on est d'accord. Et vous avez tout à fait raison. Effectivement, la review est une cérémonie Scrum qui permet du coup l'amélioration du backlog futur et d'expliquer ce qui s'est passé pour s'assurer que la valeur est la bonne. Et effectivement, il y a plein de façons de faire. D'ailleurs, la review, ça se passe comment chez Bedrock ? Ça dépend des équipes. Alors ça dépend des équipes. Ouais. C'est-à-dire qu'on est assez libre aussi sur la manière dont chaque équipe fonctionne au niveau de sa méthodologie. Donc ça va vraiment dépendre des équipes. Tu peux donner un exemple Oui, complètement. On a des équipes qui sont autonomes sur la façon dont elles appliquent la méthodologie. D'ailleurs, toutes nos équipes sont pas en Scrum. Okay. On a des équipes en Scrum Ban, des équipes en Kanban, en fonction de leurs enjeux. On a des équipes de coach agile. Qui accompagnent justement les différentes équipes de Bedrock sur l'application des méthodologies en fonction de leur contexte pour trouver les plus efficaces avec elles. Donc toutes les équipes ne font pas les mêmes reviews, et sinon ça se passe au sein de l'équipe, on est sur des sprints de 2 semaines et c'est à la fin de chacun de ces sprints que les reviews ont lieu. Trop bien, adaptation. J'ai eu un feedback d'un formé là, lors d'une formation au Bon Coin qui me disait qu'en fait il mettait des liens directement pour ses stakeholders, pour que les stakeholders testent directement la feature en live, et donc chacun en fait teste en live et du coup fait ses feedbacks. C'était assez cool comme façon de faire, mais il y a plein de formats, c'est cool d'être inventif. Alors, nouvelle question, lequel de ces outils n'est pas un outil de prototypage ?
pas de piège normalement. Non, On doit répondre, pardon, excuse-moi. Oui, non, mais après, vous n'êtes pas obligé de répondre. Moi, j'utilise pas Miro comme outil de prototypage. Après, peut-être que tu pourras l'utiliser comme outil de prototypage. En fait, je sais pas, oui, je pense que tout ça peut plus ou moins être utilisé comme un outil de prototypage, en fait. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup d'outils. On peut potentiellement faire des prototypes avec Miro, mais effectivement, c'est Maze qui est plutôt en fait un outil qui est un peu comme A/B Testy ou voilà, donc il y a moins de cette notion de prototype. Ensuite, quel est le moyen de priorisation qui permet d'estimer un grand nombre de tickets en peu de temps? Hard Quotation, Extreme Estimation, Extreme Quotation ou Extreme Programming. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Alors, on le fait, mais je suis pas sûr qu'on utilise une terminologie particulière en fait. Moi non plus, alors je sais pas si c'est Hard ou Extreme Quotation. Ouais. C'est Extreme Quotation. Ouais, Okay. c'est Extreme Quotation. Extreme Quotation. On aura appris un mot sur une méthodologie. Voilà, donc ça permet d'estimer rapidement. Je suis sûr que nos équipes le savaient sûrement d'ailleurs. Très très efficace cet atelier. Ensuite, le manifeste agile, c'est 3 piliers, 12 principes, 4 valeurs, 12 piliers, 4 piliers, 12 principes, 4 principes, 12 piliers. Ça fait mal à la tête cette question. Ouais. Je suis en train de chercher entre les piliers et les principes. Ouais, c'est pour ça. Je crois que c'est le troisième. Mais Moi, je dis ça, ce sont des piliers ou des valeurs. Ah, mais attends, il y a 12 piliers derrière. Donc je mettrais 4 piliers, 12 principes. Ça, je suis fait peut-être 4 piliers, complètement. 12 principes, je crois. Soit je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Personne sur le chat a voulu se mouiller. Hein. Personne n'a répondu. Ah si, pardon. Si, c'est juste que j'ai un décalage avec l'écran. Mais si, non, c'est 4 valeurs, 12 piliers. piliers. Très bien, bravo. Et ben non, c'est 4 piliers, 12 valeurs. 4 piliers, 12 valeurs, il n'y a pas 4 piliers. Ça fait pas partie des réponses. 4 piliers, 12 valeurs. 4 valeurs, 12 piliers. Pardon, 4 piliers, 12 principes. Ah, donc on avait bon. On avait raison. Bon, vous aviez bon. Okay. Et oui. Okay. Donc les piliers, c'est les individus, les interactions plus que les process et les outils, des produits opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus qu'un suivi de plan et les principes. On va pas tous les faire. On n'a pas le temps. Mais ce qui est très important, c'est le plus. Ça signifie que ce qui suit est aussi important. Carrément. En tout cas, bonne réponse. Ensuite, prochaine question. Mon Slido bug un peu. Next question. Il ne veut pas. Alors, quelles sont les étapes de la boucle de feedback décrite dans le livre Lean Startup d'Eric Rice? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc c'est build, test, measure, build, test, learn, design, test, build. On les a pas à l'écran. Vous les avez pas. Je ne sais pas si on peut peut-être recharger la page. Ouais, ça a bugué, hein, moi aussi. Hein. Super, on les a. La réponse est 4 piliers, 12 principes. Il y a un gros décalage avec l'écran. On a build, test, mesure, build, test, learn, design, test, build, infice, define, ideate, prototype, test, implement. C'est 24 secondes. Et correct answer, c'est build, test, learn. Ouais. Ensuite, sachant que le build, test, mesure aurait pas été. Enfin, ça aurait pu aussi. Ça aurait pu tout à fait. En tout cas, c'est d'après son bouquin. Build, test, learn. Ensuite, après, on a une question sur les biais cognitifs. Ah non, pardon, sur les entretiens d'abord. Laquelle de ces questions n'est pas une bonne question d'entretien utilisateur?
Le produit vous plaît-il? Pouvez-vous nous raconter votre dernière expérience avec notre produit? Ou combien seriez-vous prêt à payer pour ce produit? Laquelle de ces questions n'est pas une bonne question d'entretien utilisateur? Je dirais la première, mais... Moi, je suis fan ni de la première ni de la dernière, pour des raisons différentes. Je pense qu'elles introduisent toutes les deux un biais. Ouais, alors là, effectivement, la première, considérée comme une mauvaise question. Donc, le produit vous plaît-il n'est pas une bonne question en entretien utilisateur, car c'est une question fermée qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Ensuite, il nous reste 3 questions. Donc une question cette fois-ci sur les biais cognitifs. Tac. Lequel n'est pas un biais cognitif? L'effet Pom-Pom Girl, l'effet McDo, l'effet de l'abri de vélo ou la cryptomnésie? J'ignore ce qu'est la cryptomnésie et j'espère que tu vas pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. C'est pas simple comme question. Hein. Alors, à votre avis, lequel n'est pas un biais cognitif? Alors, c'est l'effet McDo qui n'existe pas. Okay. Alors, en gros, l'effet Pom-Pom Girl, c'est lorsque notre cerveau est confronté à un groupe de personnes et il traite automatiquement ces personnes dans un ensemble. L'abri de vélo, moins un sujet d'intérêt et plus on aura tendance à y consacrer du temps. Et la cryptomnésie, c'est le plagiat involontaire. Donc c'est j'ai une idée de quelque chose, mais en fait il y a 2 semaines, c'est quelqu'un qui nous a pitché une idée. En fait, on pense que c'est nous qui avons eu l'idée. Donc c'est le plagiat involontaire, la cryptomnésie. Très bien. Et si l'effet McDo devait être quelque chose, qu'est-ce que ce serait selon toi? Moi, je vais penser l'effet Happy Meal, c'est-à-dire d'acheter le menu parce qu'il y a un jouet, en fait. Pas mal, oui. Ça peut clairement être un effet, en tout cas pour nos enfants, clairement. Mais tu veux t'intéresser à un produit pour autre chose que le produit lui-même. C'est ça. C'est ça qu'ils sont forts. Ensuite, après, on a la dernière... non, on a encore 2 questions. Lequel de ces propositions est écrite en Gherkin? En tant que Martine, je souhaite ajouter un article à mes favoris afin de pouvoir les acheter plus tard. L'article est ajouté dans la liste des favoris de Martine quand elle clique sur le cœur. Étant donné que Martine est sur la page d'article quand elle clique sur le bouton cœur, alors l'article est ajouté dans la liste de ses favoris. Martine veut que le cœur ajoute ses articles dans les favoris. Lequel est écrit en Gherkin? Je vote pour la 3. Effectivement, c'est une bonne réponse. Et dernière question, orientée encore framework. Que signifie le A qui a été récemment, en tout cas ajouté au framework AARRR, devenu AAARRR? Je dirais awareness. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Bonne réponse. Eh bien, le résultat, donc c'est Choumi qui a gagné. Jen en 2e position, Nono, Jojo, et on n'a pas les 9 personnes, mais en tout cas bravo à Choumi. Tu as été très rapide et tu as bien participé. Et ben merci de vous être prêté au jeu et bravo pour vos réponses. Bravo Choumi. Bravo Choumi qui a bien répondu. On va passer du coup à notre vidéo partenariat Product Board. We've always been inspired by those who genuinely care about making products that matter. They've shown us it's excellent products that make excellent companies. And we believe the product managers behind them deserve a dedicated system to support their critical work. Yet for far too long,
product teams have been stuck with a jumble of tools. They're flooded with user feedback, but struggle to capture it all in one place, so they risk missing opportunities. With no system of their own for managing their feature ideas, product teams live out of an issue tracker, so they're losing the big picture. Spreadsheets lack structure and make feature prioritization a black box. And product roadmaps made in PowerPoint? They're outdated the moment they're shared. So, what's the alternative? We need to replace all those disconnected tools with one system, a system of record for product management. A system that automatically consolidates all that valuable feedback floating around in other tools, so your product team can prioritize the features customers really need. A system that offers a holistic view of all your feature ideas, standardizes prioritization, and ensures product objectives support company goals. A system that provides dynamic roadmaps that can be tailored for different audiences, yet always stay up to date, so everyone is aligned around what's getting built next and why. And a system that integrates with the solutions you're already using to keep everything in sync and improve your existing workflows. Just like CRMs brought sales into the modern era, we believe product management systems like Product Board will do the same for product. They're helping us reimagine how we build the products of tomorrow, and they'll help your organization make products that truly matter to your customers. We can't wait to see what you decide to build next. Ok. Et ben merci pour cette vidéo de Product Board, donc notre partenaire sur la saison 3 de l'After Produit. Nous allons enchaîner avec un deuxième sujet qui est en corrélation avec la data. On a parlé un peu data tout à l'heure. Le sujet, c'est comment arriver à avoir des insights multi-clients. Donc la première question que je vais vous poser, c'est quels insights et comment vous récupérez ces insights dans un but d'amélioration produit? Ouais. D'abord, on le disait tout à l'heure, en B2B2C, on a des insights des utilisateurs finaux qu'on va récolter avec nos outils data, toutes les métriques qu'on a mis en place, les interviews qu'on peut mener, les stores, enfin tous les endroits où on peut récolter des insights clients, les outils de récolte du feedback qu'on a mis en place sur les fronts de nos différents clients qui nous permettent de mieux comprendre comment les utilisateurs utilisent nos produits, quels sont les pain points qu'ils peuvent rencontrer, et puis ils nous permettent de réfléchir à l'amélioration de la performance de ces plateformes qu'on propose à nos clients. Et puis derrière, il y a les insights de nos clients eux-mêmes, qui récoltent des insights des utilisateurs, d'ailleurs à travers, par exemple, tout leur dispositif d'accompagnement de clients Customer Care avec qui on est aussi en relation et qui leur montre énormément de choses. Donc, c'est toujours une mine d'informations, le Customer Care d'un de nos clients, sur la façon dont l'utilisateur utilise le produit. Et puis ensuite, on a les clients eux-mêmes avec qui on va interagir, les représentants donc, de ces différents personas dont on parlait tout à l'heure, les personnes en charge du marketing, du business, de la régie, les opérationnels en charge de l'animation des plateformes avec qui on est en interaction permanente. Qui constitue une source d'information là aussi très importante sur comment est-ce que le client veut voir le produit évoluer et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Donc ça crée un très très large panel d'interlocuteurs, d'insights qu'on va venir récolter et ensuite traiter pour établir des plans d'action et prioriser les backlogs de nos équipes. Ensuite, il y a la dimension multi-clients, parce qu'on n'a pas un mais plusieurs clients. Tout le travail, c'est une fois qu'on a récolté toutes ces informations, c'est de réussir à les processer, à les traiter pour identifier les points de convergence, il y en a généralement énormément, et comprendre les points de divergence qui peuvent être liés par exemple au modèle économique de nos clients, et ensuite établir la meilleure priorisation possible. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter de ton côté, Mathieu. C'est quelque chose de récent. Cette année, on a commencé en fait à les collecter, à les mettre au même niveau dans le même repository, en fait, l'ensemble des insights. Donc on peut avoir de nos clients côté business. Donc ça peut être aussi donc, les feedbacks qu'on a, comme le disait François, leurs utilisateurs finaux. Parce que nous, effectivement, on peut en avoir certains.
autres, ils en ont directement donc depuis le service client. Ça peut aussi être les équipes user research aussi de nos clients. Donc, fait qu'on a des clients qui sont à l'international. Donc, typiquement, on n'a personne qui parle hongrois dans nos équipes. Donc, pour notre hongrois, on a ces feedbacks-là, la manière de les traduire, donc de les comprendre. C'est notre client qui va nous les amener. Ça nous permet, en fin de compte, d'avoir l'ensemble de ces informations et que chacune des product lines puisse aller se nourrir. Les équipes aussi product design puissent aller se nourrir de l'ensemble de ces insights et puis pouvoir justement les travailler sur toute leur phase de discovery qu'ils peuvent avoir sur l'évolution du produit. Et comment vous arrivez à prioriser la data et comment vous ritualisez cette data, cette valeur d'insight, comment elle vous sert pour prioriser vos objectifs? Oui, il y a plusieurs channels. Il y a des choses qui relèvent du run et qui suivent un flux continu avec les équipes. Et puis derrière, on a des séances mensuelles où on va faire le point sur les états de nos clients. Plutôt, on va dire MCO, maintien en conditions opérationnelles, plutôt SLA, etc., plutôt technique. Oui, et pas que. Des insights non. La frontière est toujours floue, c'est-à-dire que oui, bien sûr, ce sont ces insights-là, mais qui débordent toujours sur le produit. Enfin, les choses sont sont parfois très tranchées, et puis parfois c'est un peu plus compliqué. Donc vous cloisonnez comment la data? Du coup, tu parlais de dataset ou data lake. Alors on a une partie qui est vraiment la partie data lake, c'est-à-dire des indicateurs pour pouvoir suivre qui vont pouvoir être mesurés. Il y en a d'autres éléments qui sont des éléments d'insight en fait qu'on va récolter. Donc c'est cela en fin de compte qu'on va introduire, collecter, voire essayer de recouper si ça se retrouve entre différents clients. On parlait justement de différents personas qu'on peut voir chez nos clients, aussi de réaliser ce que typiquement les équipes éditoriales de nos différents clients rencontrent la même problématique, ce qui permet en fait aux équipes qui vont travailler sur les problématiques éditoriales de prioriser, de dire c'est d'abord ce sujet-là qui est potentiellement qui est le plus important. Donc elles vont se nourrir, ça va les aider à prioriser les sujets. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est que du fait qu'on est du B2B2C, en fait, on va chercher de nouveaux clients. Et dans tous les process en fait, qu'on a d'avant-vente ou avec des prospects, c'est aussi un moyen de se rendre compte de ce qui est important pour potentiellement des prospects à qui on présente notre plateforme et de se dire ok, ça a de la valeur, donc demain pour aller signer un nouveau contrat, c'est quelque chose qui doit être priorisé, qui n'est peut-être pas tout de suite de la valeur pour nos clients actuels, mais nous dans notre croissance en tout cas c'est un point qu'on doit aller regarder. Donc ça vous sert pour des nouveaux besoins, des nouvelles features ou aussi l'innovation peut-être? Et aussi pour les roadmaps existantes, on est souvent dans des situations où on va reprioriser des sujets dans nos roadmaps parce qu'on découvre que c'est un pain point pour un client ou pour ses utilisateurs, ou potentiellement que c'est un sujet qui revient régulièrement auprès des équipes commerciales quand elles vont rencontrer des prospects. Et c'est quoi du coup la récurrence de la récupération de ces insights? Est-ce que vous faites, je sais pas, tous les 3 mois vous faites un petit point, comment ça se passe concrètement au niveau de l'agenda de... Il y a plusieurs instances. Les insights clients, ils sont récoltés en continu et on en discute tous les mois. Et les autres insights, ils sont évoqués dans le cadre de points déduits avec une récurrence un petit peu moins forte. On est plutôt de l'ordre effectivement de 2-3 mois. C'est à ce moment-là où, dans ce cas-là, on fait en sorte que tout soit intégré de manière globale pour que tout le monde puisse pouvoir accéder à cette information. Ce qu'on maintenant, en fin de compte, on commence aussi à faire, c'est d'essayer de faire rencontrer en fin de compte des équipes clients. Donc typiquement, on a eu récemment des équipes éditoriales, des équipes hongroises, des équipes qui sont vidéo aux Pays-Bas, des équipes Sysplay qui sont rencontrées justement pour échanger sur des best practices. Et à ce moment-là, ça nous permet aussi, de faire des points avec eux, sur les pain points qu'ils peuvent avoir ou les sujets qu'ils souhaitent traiter, et puis aussi entre eux échanger des best practices, et on crée, on va dire entre guillemets, à cette chance aujourd'hui, comme le disait François, que nos clients utilisent en tout cas notre produit au jour le jour, au quotidien, et ça leur permet en fin de compte de se partager des tips, des best practices que parfois en tout cas on n'avait pas imaginé. Donc on voit que parfois ils tweakent un peu en fin de compte le produit tel qu'on l'avait pensé au départ avec eux. Nous ça nous permet justement de le refaire évoluer. On a cette chance de pouvoir être en proximité aussi avec nos clients, de pouvoir les voir souvent. Donc c'est quelque chose aussi de nouveau en fait quand on passe en B2B, c'est de pouvoir leur parler. On peut facilement appeler quelqu'un et tout le monde peut, s'il le souhaite, en tout cas contacter une partie de nos clients qui monter des ateliers, c'est organisé, mais
on a accès Cool. facilement à cette information-là. Je pense que c'est une des choses les plus enthousiasmantes dans le métier en fait. C'est-à-dire que là en ce moment, notre travail en B2B2C, c'est de construire énormément d'outils qui vont permettre à nos clients de construire leurs interfaces catalogues, de bâtir un peu leurs produits et se rendre compte parfois qu'un client a fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout pour un résultat formidable, c'est assez incroyable. On a un channel Slack d'ailleurs où les équipes remontent les choses, regardez, ils ont fait ça, c'est super. Et on essaie parfois de rétro-ingénierer ce qu'a fait le client pour arriver à ce résultat-là. Génial. Et ça nous permet justement de faire évoluer nos produits aussi dans la meilleure direction en voyant ce que nos clients cherchent à accomplir avec les outils qu'on met à leur disposition. Je pense qu'on a un des avantages aussi qu'on a eu en passant au B2B2C, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir encore plus d'utilisateurs finaux en fait, sur notre plateforme. Donc aujourd'hui, entre 45 et 50 millions d'utilisateurs qui indirectement en fait, via nos clients utilisent le produit Bedrock. C'était moins avant. Et puis c'est différents pays aussi, donc différentes cultures. Différents types de stratégies, différents types de business models, donc ça apporte énormément de challenges, peut-être qu'on n'aurait pas rencontré si on était resté juste au niveau éditeur vidéo B2C. Du coup, ça nourrit, vous parlez tout à l'heure de persona, ça nourrit un peu votre persona, du coup un pays ou deux pays peut se retrouver dans le même type de persona parce qu'il a le même besoin, le même business model, c'est ça le persona Bedrock, comment... Alors, il y a différents. Il y a les personas qui sont les personas des utilisateurs finaux. Ouais. Et je parle vraiment, c'est les personas qui sont les salariés, on va dire, de l'entreprise de nos clients. Okay. Et effectivement, ça dépend des organisations, en fin de compte, de chacun de nos clients. Et puis, souvent par les best practices qui peuvent échanger. Ça leur a posé des questions, eux, sur la manière dont ils vont utiliser les produits, la manière dont ils doivent s'organiser directement via les produits, en fin de compte, qu'on leur donne. Ça pousse aussi certains métiers à se réinventer. On donne beaucoup plus accès, en fin de compte, à la data et aux décisions, typiquement, que les équipes éditoriales vont avoir sur leur plateforme. Et le fait que maintenant, elles puissent voir, grâce à la data, typiquement quel impact elles vont avoir, ça change potentiellement une partie du travail qu'elles pouvaient avoir auparavant sur un autre outil qu'elles utilisaient. Ça, c'est aussi intéressant à suivre. Et on les accompagne via des formations aussi. Donc, c'est un sujet de documentation, un sujet de formation et d'accompagnement de nos clients, on va dire, sur parfois une évolution de leur métier. Ouais, avec une communauté Bedrock qui se crée, une communauté de clients quelque part qui commence à se créer. La documentation, c'est comment vous mesurez du coup la pertinence d'une feature liée à un dashboard. Qu'est-ce qui fait le critère de réussite du coup d'une intervention, d'une rencontre? Tu parlais de rencontrer deux clients. Vous vous dites bon, on verra ce qui se passe ou c'est quoi du coup les ateliers? Comment vous vous facilitez cette... On définit des objectifs avec nos clients quand on construit des choses nouvelles avec eux, donc systématiquement. Alors ça va dépendre de ce qu'on construit. À chaque feature, ses objectifs. Et pour revenir aux opérationnels clients, on se parle de persona, mais on se parle de personnes parce qu'on est à des niveaux. Quand on va travailler avec nos utilisateurs finaux, on est sur des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs. Quand on travaille avec les opérationnels clients qui travaillent sur nos outils, on est sur des dizaines de personnes. Enfin, on sait mettre assez facilement un nom et un prénom derrière chacun de nos utilisateurs. Et ça, c'est un niveau de confort quand on fait du produit qui est extrêmement important. Pouvoir directement avoir les insights de littéralement toutes les personnes qui vont utiliser un produit, c'est là encore, il faut faire du B2B pour arriver à ça. Du coup, vous avez des insights que vous maîtrisez parce que du coup, vous avez la donnée qui vous est propre, en tout cas qui cloisonné, j'imagine, par client. Comment, du coup, vous arrivez à vous, entre guillemets, comparer par rapport aussi, du coup, à d'autres plateformes? Comment vous faites ce benchmark, entre guillemets, de vous assurer d'être à un certain niveau? Alors, sur la partie, on va dire, interface utilisateur, et sur les features qu'on va mettre à disposition des utilisateurs finaux, on a des équipes, un business qui font un énorme boulot justement de benchmark. On a la chance d'avoir ce qu'on appelle un streaming hall dans nos bureaux, donc à la fois à Paris, à la fois à Lyon, où en fait on peut accéder à l'ensemble des plateformes de streaming
sur tous les différents pays. Donc les équipes vont pouvoir passer du temps aussi à voir qu'est-ce que font des plateformes concurrentes, des plateformes concurrentes de nos clients, voire des plateformes auxquelles on va jamais accéder. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. La dimension B2B, celle-là, elle est un peu plus complexe parce qu'effectivement, on a moins en fin de compte accès on va dire à nos concurrents, aux autres plateformes qui sont mises à disposition. Donc ça, parfois, on peut l'avoir quand on rencontre des prospects, effectivement, qui vont pouvoir échanger sur eux leurs besoins, ce qu'ils ont pu rencontrer sur d'autres plateformes. Et puis ça peut aussi être un échange, un scan du marché de ce que font nos concurrents. Donc parfois on récolte effectivement des insights, et puis on est aussi un petit milieu en fait sur cette partie-là, donc tout le monde se connaît, donc c'est aussi des échanges sur les tendances, sur ce qui est mis à disposition, on va dire pour nous en fin de compte, des boîtes comme Bedrock qui proposent un produit qui permet de monter des plateformes vidéo. Ok. Donc vos gros challenges, c'est quoi vos 3 gros prochains challenges côté data, insight, c'est quoi vos prochains sujets, on va dire On s'en parlait, c'est réussir. On est en train de le faire, et c'est vraiment je pense le gros move de cette année côté Bedrock, c'est réussir à parler à tous les utilisateurs B2B de nos plateformes régulièrement, les avoir en face de nous, s'en rapprocher, parce que justement on a cette capacité-là qui est rare, qui est vraiment un luxe. Je pense que ça fait partie des gros enjeux. Et s'il fallait parler des deux gros autres enjeux en termes d'insight, il y a forcément un enjeu, mais qui concerne tout le monde en Europe, sur les analytics qui se posent avec toutes les problématiques liées au GDPR. Donc on réussir à trouver une façon sûre dans le temps de récolter les analytics pour nos clients, c'est évidemment un enjeu pour Bedrock. Et puis l'autre, on en parlait, c'est-à-dire qu'il y a une vraie accélération, on va dire, des plateformes de streaming sur des changements de business model, en tout cas qu'elles peuvent avoir. Et donc ça, c'est réussir à accompagner justement nos clients sur des changements de stratégie qu'elles peuvent avoir, sur des tests aussi potentiellement qu'elles veulent effectuer. Et donc ça demande justement de pouvoir les écouter, de pouvoir réagir très rapidement avec elles, et de pouvoir leur permettre de tester aussi. Donc directement via les tests qu'elles font, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut aussi en privilégier par rapport avec un ou deux clients, leur demander de tester des choses, parce qu'à la fin c'est elles et c'est nos clients qui maîtrisent la plateforme, mais de tester des choses, d'avoir ces insights-là pour pouvoir valider ou invalider en fin de compte des réponses qu'on peut ensuite partager potentiellement à d'autres clients ou faire évoluer notre produit. Et du coup là sur cette donc là on l'a vu, tu le disais, donc il y avait toute une phase où en gros il y avait du replay, enfin il y a du replay de contenu existant pour M6, il y avait l'accès du coup à de la vidéo payante, il y a du coup maintenant de l'abonnement. Là on le voit du coup bientôt, effectivement on parlait de la pub, donc en gros on va avoir des Netflix en tout cas je crois ça a été lancé le 3 novembre. Et donc Netflix du coup comment vous avez on en revenait justement sur l'hybridité des modèles. On va dire c'est effectivement c'est un des moves en fin de compte qui existe sur le marché du streaming. Et donc ça en accompagne justement nos clients sur ce move-là. Dans un contexte où les utilisateurs sont face à énormément de demandes en fin de compte, d'énormes plateformes de streaming. Il y a des choix en fin de compte qui vont se faire, on va pouvoir souscrire aux 10 plateformes de streaming, et donc de pouvoir justement permettre à nos clients d'aller chercher une partie des clients à la fois sur un modèle gratuit ou parfois sur un modèle payant, et de réussir à gérer en tout cas la bonne balance, on va dire, pour adresser les différents types d'utilisateurs qu'ils souhaitent, qui vont essayer de séduire en fait avec leur contenu. Et leur stratégie de monétisation. Ouais, surtout que là c'est un enjeu, on est sur c'est un peu comme du retail média quelque part. Vous allez avoir du coup des annonceurs et vos plateformes vont potentiellement servir demain à faire de la publicité, ou en tout cas ça sera comment vous voyez-vous ce nouveau business model? C'est quoi la stratégie de Bedrock sur ce créneau-là? La publicité, c'est un peu de là où on vient quand on est éditeur, donc c'est un sujet qu'on maîtrise bien, et sur lequel il n'y a pas d'accompagner des clients qui font de la SVOD vers de la publicité. On est complètement armé pour ça. L'enjeu est plus
et inversement, hein, maintenant on a une expertise, on s'était dit avec Salto, on travaille avec Videoland aux Pays-Bas, on a une expertise sur la SVOD qui est importante, donc gérer ces deux modèles économiques, en tant que tel, le défi est relativement faible. Par contre, savoir trouver les bons parcours, le bon équilibre pour faire coexister sur une même plateforme ces deux modèles-là, là c'est plus complexe. Mais c'est pas tant dans la capacité de délivrer de la publicité ou de permettre à mettre en place un parcours de paiement que le défi réside. C'est vraiment dans l'accompagnement du client sur le modèle qu'il va vouloir privilégier et lui permettre de trouver, et c'est assez subtil, le bon équilibre qui va lui permettre d'adresser le nouveau modèle économique qu'il va adresser ou de se diriger vers celui-là s'il a vraiment envie de changer de modèle, tout en maintenant ou en dépréciant, si c'est sa volonté, son modèle d'origine. Faire de l'hybride, c'est ce qui est compliqué, finalement. C'est ça. Et là-dessus, il y a forcément une démarche de test and learn à faire où on va avancer petit à petit, mesurer, comprendre et essayer d'appuyer tel ou tel modèle en fonction des résultats. C'est un beau challenge aussi, ça, pour Bedrock. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses concernant les insights clients, multi-clients ou pas? Je réfléchis, je pense qu'il y a une partie aussi qui change sur la partie insight client, c'est le fait qu'on soit venu en fin de compte d'une modèle B2C où on était éditeur vidéo et qu'on fait en fin de compte du B2B2C, c'est-à-dire que en fait on comprend, enfin en tout cas on pense, on comprend mieux en fin de compte nos clients parce qu'on vient de ce monde-là. Je donne un exemple, on a des équipes qui maintenant sont dans les équipes produits, qui étaient des équipes éditoriales de Sysplay avant, donc qui ont fait ce métier-là en fait d'éditorial. On a suivi les KPI de Sysplay avant, on l'a fait évoluer. Donc on comprend aussi davantage ces enjeux-là et je pense que c'est un vrai en tout cas apport de valeur qu'on a. En fait, on fait une plateforme de médias, mais en tout cas qui est faite par des personnes qui travaillent dans les médias aussi. C'est le cas aussi. Donc on garde cette partie-là. En plus, effectivement, on recrute des personnes qui ne connaissent pas cet écosystème et qui apportent énormément de valeur. Mais le fait qu'on ait cet ADN-là, il est très fort et ça apporte énormément de valeur quand on parle à nos clients ou à des prospects. Trop cool. Est-ce que nous avons des questions sur le chat concernant les multi-clients, les insights? Non, du coup on peut passer du coup au product en vogue. Du coup, jingle. Alors le produit en vogue, récemment, ce qui se passe chez Weevoo, c'est qu'on a créé une académie qui s'appelle la We Academy, qui va créer des formations produits, design et data. Et donc du coup, on aimerait, en plus des formations physiques, créer des parcours en ligne. Et donc on a vu cette nouvelle marque s'appelle, une marque assez ancienne s'appelle Schoolmaker. Donc Schoolmaker, c'est un produit qui permet de créer des formations en fait de manière en marque blanche et de créer tout un parcours de formation vidéo avec tout un accompagnement de certification. Et donc on espère pouvoir utiliser ce produit côté We Academy pour booster les compétences de notre product people. Donc voilà le partage produit du moment pour l'after produit. Voilà. Et donc cette solution, qu'est-ce qu'elle permet de faire exactement? Comment est-ce qu'on construit ces parcours? En fait, directement en ligne, on peut s'inscrire sur Schoolmaker, on peut télécharger les vidéos, créer un parcours step by step de formation et en marque blanche, en fait, brander la plateforme et pouvoir après monétiser des parcours de formation. Voilà. Okay. On peut se réinventer formateur le soir. Mais oui, pourquoi pas. Nous pitcher ou nous former, on parlait aussi des parcours des carrières pass et de la façon dont en fait, on fait évoluer les compétences produits des collaborateurs. Donc ça, effectivement, sur le recrutement, l'onboarding, la montée en compétences des collaborateurs, on va aussi du coup créer des parcours de formation dans ce sens et j'espère pouvoir vous inviter à nous donner des tips pour aider les product people à s'organiser sur leur carrière produit. On va passer maintenant je pense quasiment
à la fin de cette session. Je pense qu'on a dépassé l'heure de live. Je sais pas, on est un peu moins d'une heure. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je sais pas si vous voulez rajouter un mot de fin ou. Merci pour l'invitation. Oui. Bonne suite de saison 3. C'est gentil. En tout cas, merci d'avoir lancé la saison 3 de l'After Produit. Merci aux spectateurs qui nous ont suivis. Merci à notre partenaire Product Board. Merci à la régie qui est là avec nous, qui a pas mal navigué entre les différents écrans et tablettes. En tout cas, merci à tous. Je vous retrouve du coup pour un prochain live. Enfin, pas moi personnellement, en tout cas, WeVoo vous donne rendez-vous pour le Backpacker. Donc, on aura l'occasion de rencontrer le co-founder de ComMedia avec Andrea Ben Saïd et Harold Gardas. Et donc, du coup, le rendez-vous est pour le 15 novembre à 13h. Donc, le Backpacker, prochain rendez-vous live sur Twitch. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Merci, bonne soirée.